L'arrivée à Split n'est pas spectaculaire dans la grisaille d'un jour de pluie. Mais le mur du palais est tout proche avec ses habitations incrustées. Cette modeste ouverture nous conduit tout droit au centre du carré magique de Split, et le tunnel nous donne une idée de l'épaisseur des murs. Nous débouchons dans le péristyle, la place centrale du palais. 12 des colonnes sont en granit rouge d'Égypte et les autres sont en marbre. Elles soutiennent une série d'arcades et le porche du mausolée. Cette façade est un porche à 4 colonnes surmonté d'un fronton dit syrien. Elle correspond à l'entrée des appartements privés. Le palais, outre la grande villa avec les appartements privés, était aussi une ville avec ses remparts, ses rues et 7 sanctuaires dont le culte principal était dédié à Jupiter. Ce monument octogonal, un temple à l'origine, est traditionnellement appelé le mausolée et est supposé avoir servi de sépulture à Dioclétien vers l'an 311. Mais ni la date de la mort ni la sépulture ne sont absolument certaines. Autour du mausolée, une galerie pavée et à l'entrée 2 sphinx dont il ne reste qu'un exemplaire. Ce sphinx en basalte noir au bras humain semble tenir dans ses mains une coupe à offrande. Le porche a en partie disparu pendant la construction du beffroi à l'arrière. Le chambranle de l'entrée est finement décoré. Le mausolée est orné de 8 niches semi-circulaires et rectangulaires alternées. Les grandes colonnes de granit rouge ainsi que les plus petites au sommet sont purement décoratives. Le bâtiment n'a jamais été détruit et au 7e siècle, l'archevêque Jean de Ravenne le fit transformer en cathédrale dédiée à saint Domitius, ce qui explique son parfait état de conservation. Après la mort de Dioclétien, son palais sombre dans l'oubli. Le mausolée est encore parfois mentionné pendant les 2 siècles suivants. Une manufacture de textiles produisant des étoffes nécessaires à l'armée a dû être installée à Spalato, le nom italien du lieu. Au 7e siècle, l'avancée des Slaves amène les populations romaines de Salonne à se réfugier dans l'ancien palais, qui est déjà une petite ville. À partir de ce moment et pendant plus de 15 siècles, les constructions de palais, d'églises et d'habitations vont occuper chaque mètre carré de l'enceinte du palais, donnant un extraordinaire et unique fatras architectural. Et voici pour commencer le baroque palais Cintro d'une famille de patriciens du XVIIe siècle. D'anciennes arcades qui se sont intégrées aux bâtiments construits ensuite. Sur la place Narodni, on débouche face au palais Karepić de style gothique. À côté, le vieil hôtel de ville vénitien d'origine, on le voit à sa façade en arcade, mais transformé en style gothique en 1890. Il faisait partie d'un ensemble qui comprenait aussi le palais du recteur, le théâtre et la geôle. La petite chapelle Saint-Laurence fait le pont avec le palais Karepić. À l'angle de la place, la tour de l'horloge, et dans la ruelle, les vestiges de la porte de fer qui mène au temple de Jupiter.
Façade 19e siècle. Le palais Pavlovitch, bâti au XVIe siècle dans le style Renaissance, faisait face au palais du recteur. Il a été restauré dans le style baroque, balcons et puits en témoignent. Le marché aux poissons a été construit dans le style renouveau croate, d'après un design Dante Bezic. C'est un bâtiment très technique, de verre et de métal, avec ses verrières destinées à l'éclairage et à la ventilation. Il y a peu de monde à cette heure très matinale et la marée ne fait qu'arriver. À côté du marché aux poissons, un bâtiment typiquement Art Nouveau croate, bâti d'après un projet de Camilo Tončić. Ce sont des thermes construites sur des sources sulfureuses connues et exploitées depuis le XVIIIe siècle. Une ancienne photo montre les décors intérieurs maintenant disparus. On passe une petite galerie et on arrive à la place spectaculaire de la République. Un peu d'Art Nouveau, avant les fines ciselures de la façade de la synagogue. Derrière la porte d'argent, la muraille où s'adossent les marchands du temple. Dans la ville, des sculptures qui restent de la période communiste. Ce campanile, rescapé d'une église médiévale disparue, est une galerie d'art. Et ce géant est Grégoire de Nîmes, archevêque de Split, qui était un ardent défenseur de la langue croate dans la liturgie. La statue est de Mestrovitch et date de 1929. Nous sommes arrivés à la Porte d'Or. À l'origine, elle s'appelait la Porte du Septentrion et c'était l'entrée principale du palais. Et sans doute les niches de la façade contenaient-elles des statues de tétrarches ou de dieux, selon les codes impériaux de l'époque. Nous avons traversé la double porte d'or, et dans les étroites ruelles se dresse le palais Dragicic, dont le propriétaire, Juraj Dragicic, était un religieux écrivain, amateur passionné de vestiges anciens, qu'il a incorporés à la construction, comme le célèbre sarcophage au centaure. C'était un palais roman au XIIIe siècle, mais les ajouts gothiques, Renaissance et XVIIe siècle l'ont transformé en palais baroque. Encore une petite ruelle et le portail finement décoré du palais Augubio, sur le modèle du palais Pimperlich et l'œuvre de Andria Alesi. La petite cour intérieure est visible.
Le temple de Jupiter faisait face au péristyle du palais, mais les constructions alentour l'ont complètement enclavé et on y accède par un étroit passage qui ne laisse guère de recul pour admirer la rigoureuse construction corinthienne dressée sur son podium ainsi que le veut la hauteur de Jupiter. Le plafond à caissons est orné de motifs floraux très délicats et il contraste avec les murs nus et le baptistère de grande taille prévu pour des adultes est construit au XIIe siècle. La belle statue de Saint Jean-Baptiste est l'œuvre de Mestrovitch, déjà auteur de la statue Grégoire de Nîmes à la Porte d'Or. Le Castel, ou la place des frères Radić. Le poète Marko Marulić y est immortalisé par Mestrovitch, bien sûr. Petit intermède touristique. Encore un angle de ruelle invraisemblable pour la petite Święta Dóra. Nous repassons la porte de fer et retour au péristyle où c'est l'heure du spectacle. Cette fois, nous passons la porte des appartements privés et on débouche dans le vestibule. Une rotonde haute de 12 mètres. La maçonnerie alterne moellons et briques. Les murs et le plafond devaient être couverts de mosaïques en verre coloré et les petites fenêtres hautes devaient éclairer l'édifice. La sortie vers le sud donne sur une petite place et le musée d'ethnographie ayant remplacé les appartements disparus. D'ici, on surplombe la partie découverte des fondations du palais vers lesquelles nous nous dirigeons. Deux puits ont été trouvés dans les fondations du palais et leur position par rapport au mur montre qu'ils remontent à une période précédant la construction du palais. Dans cette salle, on trouve les tuyaux de l'ancien système d'égout. Les souterrains du palais ont été construits afin de surélever le terrain qui du nord au sud montrait un dénivelé de 8 mètres.
Il servait de fondation aux appartements se trouvant juste au-dessus. De ce fait, leur organisation reflète tout le quartier sud du palais qui a disparu en surface. La partie est des fondations est en mauvais état car elle servit de matériau lors de la construction de la cathédrale médiévale. Ici, nous sommes au niveau du péristyle et de la cathédrale. Là, nous sommes sous le Sphinx. Et ici, au niveau de la porte d'or. Les appartements du dessus avaient donc la même disposition que les fondations, à la différence qu'ils avaient des toits plats de bois précieux sculptés, des murs couverts de mosaïques ou de fresques, des sols de marbre. La construction des souterrains est très classique, à base de pylônes carrés et de voûtes, de moellons et de briques alternées. Les murs étaient couverts d'un enduit de chaux et le sol probablement en terre battue. Un schéma représentant l'aspect probable de la galerie. Et l'on arrive à la partie des fondations qui se trouve maintenant à ciel ouvert. Un dernier petit tour dans ce labyrinthe permet d'admirer l'harmonie de ces constructions, pourtant destinées à rester cachées.